le capital d'essai a à peine suffi à couvrir les frais des obsèques. Après 42 ans de mariage, je me suis retrouvée seule dans notre petite maison en banlieue de Lyon, essayant de comprendre comment j'allais m'en sortir avec une retraite d'institutrice qui, soudainement, me semblait impossiblement maigre. J'avais 63 ans et, pour la première fois depuis mes 20 ans, je devais chercher du travail. C'est ainsi que j'ai fini par travailler l'équipe de nuit au centre hospitalier universitaire, 3 nuits par semaine au service de la facturation. Ce n'était pas un métier prestigieux, mais cela m'occupait. Cela empêchait mon esprit de s'attarder sur la chaise vide à la table du dîner. Mon service se terminait à 23h30, et je prenais habituellement le dernier bus pour rentrer, arrivant juste après minuit. Sauf que les horaires des transports en commun ont changé ce mois de septembre-là. Des coupes budgétaires, disait-il. Le dernier bus partait désormais à 23h, soit une demi-heure avant la fin de mon service. Je ne pouvais pas me permettre de partir plus tôt et de perdre ces heures de salaire, alors j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai commencé à utiliser une application de VTC que ma fille avait installée sur mon téléphone. C'est comme ça que j'ai rencontré Alain. La première fois que sa berline grise s'est arrêtée devant l'entrée du personnel de l'hôpital, j'ai failli ne pas monter. Il semblait avoir la cinquantaine bien tassée, des cheveux gris parsemant sa chevelure sombre et des rides profondes autour des yeux, mais sa note était de 5 étoiles. Et il était presque minuit sur un parking mal éclairé. Alors, je suis montée à l'arrière et je lui ai donné mon adresse, rue des Tilleuls. « Longue journée ?» a-t-il demandé, d'une voix douce. « Tous les mardis, jeudis et samedis », ai-je répondu en regardant les rues familières de Lyon défiler par la fenêtre. « Depuis combien de temps conduisez-vous ? » Environ 3 ans maintenant, dit-il. J'ai perdu mon emploi à l'usine quand elle a fermé. Ça me permet de garder la tête hors de l'eau. Quelque chose dans sa voix m'a fait lever les yeux. Je l'ai vraiment regardé dans le rétroviseur. Il avait la même expression d'usure que je voyais dans mon propre reflet. Le regard de quelqu'un que la vie a mis à terre, mais qui continue de se relever parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Je suis désolé, dis-je, sincèrement. Il m'a jeté un coup d'œil dans le miroir et j'ai vu une lueur de surprise traverser son visage. Merci, dit-il doucement. La plupart des gens ne s'en soucient pas, eh bien, merci à vous, monsieur. Martine, ai-je corrigé. Je m'appelle Martine. Alain, répondit-il. Et j'ai vu l'ombre d'un sourire. Après cela, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. 3 nuits par semaine, je commandais une course et 3 nuits par semaine, la voiture grise d'Alain était celle qui acceptait. Au début, je pensais que c'était une coïncidence, mais à la 3e semaine, j'ai réalisé qu'il attendait, se connectant vers 23h20, se positionnant près de l'hôpital, s'assurant d'être celui qui me récupérerait. Nous sommes tombés dans une routine confortable. Je me glissais sur la banquette arrière, épuisé par 8 heures de codes médicaux et de dossiers de mutuelle, et Alain avait déjà entré mon adresse. Nous discutions pendant le court trajet de 12 minutes jusqu'à ma maison. Rien de profond au début, juste la météo, la circulation, comment s'étaient passées nos journées, mais petit à petit, semaine après semaine, les conversations se sont approfondies. J'ai appris que la femme d'Alain l'avait quitté 2 ans plus tôt, emmenant leur fille adulte avec elle, non pas par colère, mais par épuisement face à leurs difficultés financières. Il vivait seul maintenant dans un petit appartement près de la Rocade, conduisant pour diverses applications de transport 6 jours par semaine, parfois 12 heures par jour. « Ma fille vient d'avoir un bébé », m'a-t-il dit un soir d'octobre, la voix enrouée. Une petite fille. Je n'ai vu que des photos. Sans réfléchir, je me suis penchée en avant et j'ai pressé son épaule. Elle reviendra vers vous, dis-je, même si je n'étais pas sûre d'y croire moi-même. Les bébés ont le don de réunir les familles. Il s'éclaircit la gorge. C'est gentil de dire ça. J'ai commencé à lui laisser de plus gros pourboires. Pas grand-chose. Juste quelques euros de plus que d'habitude, mais assez pour qu'il le remarque. Il a essayé de refuser au début, mais j'ai insisté. Vous gardez une vieille dame en sécurité, disais-je. Ça vaut bien quelque chose. La vérité, c'est que ces 3 trajets par semaine étaient devenus le point culminant de mon emploi du temps solitaire. Alain ne me prenait jamais en pitié, ne me traitait jamais comme un fardeau.
Il écoutait simplement quand j'avais besoin de parler et restait silencieux quand j'avais besoin de calme. En novembre, j'ai commencé à lui apporter du café. Juste un simple gobelet de la cafétéria de l'hôpital, encore chaud quand sa voiture arrivait. La première fois que je le lui ai tendu par la fenêtre, il l'a regardé comme si je lui avais donné de l'or. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça », a-t-il dit. « Je sais », ai-je répondu. Mais l'équipe de nuit rend le terrible café de l'hôpital supportable, et je me suis dit que vous en aviez plus besoin que moi. Après ça, le café est devenu une partie de notre routine. Je montais avec 2 gobelets, et nous roulions à travers les rues calmes, sirotant nos boissons et parlant de tout et de rien. Il me racontait les passagers étranges qu'il avait pris, les conversations nocturnes, l'échantillon surprenant d'humanité qu'il rencontrait dans sa voiture. Je lui parlais de mon mari, de mon apprentissage de la vie en solo, de ma fille qui appelait tous les dimanches mais vivait à l'autre bout du pays, à Bordeaux. « Vous êtes une bonne personne, Martine », a dit Alain un soir de fin novembre, en s'arrêtant devant chez moi. « Je veux que vous le sachiez. » J'ai senti les larmes me piquer les yeux. « Vous aussi, Alain. » Décembre est arrivé avec un froid inhabituel pour la région, le givre recouvrant ma pelouse le matin. L'hôpital a été décoré pour Noël, guirlandes et lumières à la cafétéria qui rendaient ce bâtiment stérile presque chaleureux. J'ai apporté à Alain un chocolat chaud au lieu du café, et il a ri quand il a vu le petit Père Noël en chocolat que j'avais scotché sur le gobelet. « Ma femme faisait des choses comme ça », dit-il doucement. De petites attentions. Je ne les appréciais pas assez à l'époque. « Vous les appréciez maintenant ?» ai-je répondu. « C'est ce qui compte. » C'était un jeudi soir, le 14 décembre, quand tout a changé. Alain m'a récupéré comme d'habitude, mais quelque chose était différent. Ses mains serraient le volant trop fort, et il continuait de me jeter des coups d'œil dans le rétroviseur. Pas de sa manière amicale habituelle, mais avec une intensité qui m'a noué l'estomac. « Martine », dit-il en s'éloignant de l'hôpital. « Je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous répondiez honnêtement. » Ma gorge devint sèche. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Votre voisin, l'homme qui vit 3 maisons plus bas que la vôtre, la maison grise à 2 étages avec la camionnette rouge dans l'allée. Le connaissez-vous ? J'ai cligné des yeux, complètement prise au dépourvu par la question. Thierry Blanchard ? Pas vraiment. On se fait signe quand on se voit, mais nous n'avons jamais eu de vraie conversation. Pourquoi ? Alain ne répondit pas immédiatement. Il tourna à gauche au lieu de droite, s'éloignant de ma rue. Alain, où allons-nous ? Quelque part où nous pouvons parler. Sa voix était tendue. Martine, j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement ce que je vais vous dire. La peur m'envahit. Vous me faites peur. Je sais. Je suis désolé, mais vous devez entendre ça. Il s'arrêta sur le parking vide d'un supermarché fermé, mit le frein à main et se tourna pour me faire face. Sous la lueur crue des lampadaires de sécurité, son visage semblait hanté. « J'ai pris Thierry Blanchard la semaine dernière », dit Alain. Samedi soir vers 22h30. Il était ivre, très ivre, et les gens ivres parlent. J'attendais, le cœur battant à tout rompre. Il a été au téléphone tout le trajet, se disputant avec quelqu'un. Au début, j'ai essayé de ne pas écouter, vous savez, courtoisie professionnelle, mais ensuite je l'ai entendu dire, son adresse. Son adresse exacte, Martine. Et il était en colère. Je ne comprends pas, dis-je. Et voici ses mots exacts, la vieille dame du 847 rue des Tilleuls va être un problème. Elle en voit trop. On doit s'en occuper avant qu'elle ne comprenne et n'aille voir les flics. Le monde a basculé. Quoi ? Il y a plus. Alain sortit son téléphone, ses mains tremblant légèrement. J'ai commencé à faire attention après sa habitude professionnelle de mon ancien boulot de sécurité à l'usine. J'ai commencé à noter. Cet homme, Thierry Blanchard. Je l'ai pris cette fois le mois dernier. Toujours tard le soir, toujours ivre, toujours au téléphone, ayant ces conversations intenses. Il fit défiler son écran, me montrant une liste d'heures et de dates notées dans une application. Hier soir, je l'ai pris à nouveau. Il parlait encore de vous, Martine. Il a dit, elle travaille tard les mardis, jeudis, samedis.
La maison est vide. Je surveille. La glace envahit mes veines. Il surveille ma maison? Je le crois. Et je pense qu'il se passe plus de choses que de la simple surveillance. Le visage d'Alain était sombre. Il y a 2 nuits, je suis passé devant votre rue en rentrant chez moi. J'ai vu sa camionnette garée 2 maisons plus bas que la vôtre à 2 heures du matin. Juste là, assis, lumières éteintes, moteur tournant. Pourquoi ferait-il? Je ne pouvais pas finir la phrase. Je ne sais pas, mais Martine, il ne faut pas que vous rentriez chez vous ce soir. S'il vous plaît. Où suis-je censé aller? Un hôtel, chez une amie, chez votre fille si vous pouvez. N'importe où sauf rue des Tilleuls. Il se retourna et me tendit son téléphone. Ce sont toutes mes notes. Heure, date, chose qu'il a dites. Je pense que vous devez aller à la police. Mes mains tremblaient en prenant le téléphone. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Parce que je n'étais pas sûre au début. Je pensais que j'étais peut-être paranoïaque, que j'interprétais trop les délires d'un ivrogne. Mais ce soir, Martine, ce soir je suis repassée devant votre rue avant de venir vous chercher. Sa camionnette était garée devant votre maison. Ma maison? Et je l'ai vu sortir et essayer votre porte d'entrée. Le café que j'avais bu plus tôt menaçait de remonter. Il a essayé ma porte? Elle était verrouillée, Dieu merci. Mais il est resté là pendant presque 1 minute, secouant la poignée, regardant par les fenêtres. Puis il est retourné à sa camionnette et est resté assis là à regarder votre maison. C'est là que j'ai su que je devais vous le dire. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je connais à peine cet homme. Je ne sais pas, dit Alain. Mais je pense que nous devons le découvrir. Et je pense que nous devons le faire en toute sécurité, ce qui signifie que vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Je suis restée assise dans sa voiture sur ce parking vide, mon monde entier tourbillonnant. Un homme que je saluais poliment depuis 2 ans complotait apparemment quelque chose de sinistre. Et la seule raison pour laquelle je le savais était grâce à un chauffeur VTC à qui j'avais montré une gentillesse humaine fondamentale. L'hôtel de la gare, ai-je finalement dit, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Emmenez-moi là-bas. J'y resterai ce soir et demain j'irai à la police. Non, dit Alain fermement. Nous allons à la police maintenant. Ce soir. Il est presque minuit. Martine, cet homme a essayé votre porte ce soir pendant que vous étiez au travail. Et s'il revient? Et s'il a une clé d'une manière ou d'une autre? La voix d'Alain montait en urgence. Nous devons signaler cela maintenant. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. 20 minutes plus tard, nous étions assis au commissariat central. Un jeune officier prenait notre déposition tandis qu'un inspecteur plus âgé écoutait avec un intérêt croissant. Je leur ai parlé de ma routine, du fait que je connaissais à peine Thierry Blanchard. Alain a sorti ses journaux détaillés, chaque trajet, chaque fragment de conversation qu'il avait documenté. Et vous êtes certain qu'il a dit « s'en occuper » demanda l'inspecteur, ses sourcils gris froncés. Positif, répondit Alain. J'ai commencé à enregistrer les trajets après la 2e fois. Juste l'audio, pour ma propre protection. Je peux vous les faire écouter. Les yeux de l'inspecteur s'aiguisèrent. Vous avez des enregistrements? Oui, monsieur. Je les garde par sécurité. Au cas où il y aurait un incident dans ma voiture, les passagers signent un consentement lorsqu'ils commandent la course. C'est dans les conditions d'utilisation de l'application. Je ne le savais pas. L'inspecteur sortit un ordinateur portable et Alain transféra les fichiers audio. Nous sommes restés assis dans cette salle d'interrogatoire stérile, écoutant la voix pâteuse de Thierry Blanchard parler de moi, de ma maison, de gérer la situation. Le visage de l'inspecteur devenait plus sombre à chaque enregistrement. Madame Martine, dit-il quand le dernier fichier se termina, avez-vous une idée de ce que Monsieur Blanchard pourrait penser que vous avez vu ou que vous savez? Rien, insistai-je. Je travaille à l'hôpital 3 nuits par semaine. Je rentre, je dors. C'est toute ma vie. Je ne sais même pas ce que cet homme fait dans la vie. L'inspecteur échangea un regard avec le jeune officier. Il travaille au CHU, dit-il lentement. À la maintenance, équipe de nuit. Mon sang se glaça.
Quoi? Vous ne l'avez jamais vu là-bas? L'hôpital emploie 4000 personnes. Je travaille à la facturation au sous-sol. Je ne vois presque personne à part mes collègues directs. Mais même en le disant, quelque chose titilla ma mémoire. Un agent d'entretien que je croisais parfois dans le couloir, toujours vers 23h15 quand je sortais. Un homme avec un chariot, portant toujours une casquette enfoncée bas. Je n'avais jamais regardé son visage, jamais fait attention. Le sous-sol, dis-je lentement. Là où est le service facturation. Il nettoie là-bas, n'est-ce pas? L'inspecteur hocha la tête. Selon son planning, il est affecté au niveau du sous-sol, bureaux administratifs et stockage des archives. Stockage des archives, répétai-je, et soudain tout s'éclaira. Oh mon Dieu! Les dossiers manquants. Tout le monde dans la pièce se tourna pour me regarder. Il y a 3 semaines, dis-je, mes mots sortant plus vite maintenant. Mon superviseur a remarqué des divergences. Des dossiers patients qui étaient facturés, mais les dossiers physiques étaient manquants. Juste des dossiers aléatoires, rien qui semblait lié. Nous pensions que c'était une erreur de classement. Nous avons fait un audit, vérifiant tout manuellement. L'inspecteur se pencha en avant. Quel genre de dossier? Des patients âgés, des bénéficiaires de la CMU, des gens qui ne remarqueraient probablement pas ou ne se plaindraient pas d'erreurs de facturation. Je me sentais malade. Nous ne les avons pas encore trouvés. L'audit est toujours en cours. Mais si quelqu'un volait systématiquement des dossiers et soumettait de fausses demandes de remboursement à l'assurance maladie, ce serait une fraude massive, finit l'inspecteur. Un délit grave, passible de prison ferme. Et s'il savait que vous faisiez partie de l'équipe d'audit, ajouta le jeune officier. Et qu'il pensait que vous étiez sur le point de découvrir que c'était lui. La pièce devint silencieuse. Il travaille de nuit, murmurai-je. Il a accès à tout après les heures de bureau. Et je pars à 23h30 3 fois par semaine, le même horaire chaque semaine. Il pouvait observer ma routine, savoir quand je ne suis pas là, savoir quand. Je ne pus finir. Détruire les preuves, dit Alain doucement. Il essayait d'entrer chez vous pour voir si vous aviez ramené du travail à la maison. Si vous aviez des dossiers ou des notes qui pourraient le relier au vol. L'inspecteur se leva brusquement. Nous devons perquisitionner sa propriété maintenant. Et Madame Martine, vous ne rentrez pas chez vous ce soir. Nous allons vous mettre à l'hôtel sous protection jusqu'à ce que nous tirions ça au clair. Tout s'est passé très vite ensuite. L'inspecteur a passé des coups de fil, réveillant des juges pour des mandats de perquisition. Un autre officier m'a conduite à un hôtel tandis qu'Alain restait pour donner des déclarations supplémentaires. Je suis restée assise dans cette chambre d'hôtel générique, rideau tiré, incapable de dormir, sursautant au moindre bruit dans le couloir. Mon téléphone a sonné à 6h du matin. L'inspecteur. Nous les avons trouvés, dit-il sans préambule. Des cartons de dossiers patients dans son garage, plus de 300 dossiers sur 2 ans, et des preuves de demande de remboursement frauduleuse totalisant plus de 200 000 €. Je m'assis lourdement sur le lit de l'hôtel. Oh mon Dieu! Il a été arrêté. Il sera inculpé pour fraude à l'assurance maladie, tentative de cambriolage et harcèlement. Vous êtes en sécurité, Madame Martine. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais je ne me sentais pas en sécurité. Je me sentais brisée, violée. Un homme que je saluais joyeusement complotait pour s'introduire chez moi, peut-être pour me menacer, ou pire, tout ça parce que j'étais, sans le savoir, proche d'exposer ses crimes. Alain m'a récupéré à l'hôtel ce matin-là. Pas de tarif, pas de demande via l'appli. Il est juste venu parce que, d'une certaine manière, il savait que j'aurais besoin d'un visage familier. Nous avons conduit à travers Lyon dans la lumière du petit matin, aucun de nous ne parlant pendant un long moment. Comment saviez-vous, ai-je finalement demandé. Comment saviez-vous qu'il fallait faire attention, tout noter? Il resta silencieux un instant, ses mains stables sur le volant. Ma fille, dit-il finalement. Avant que ma femme ne parte, avant que tout ne s'effondre, ma fille avait un petit ami. Un type bien, pensions-nous tous prospères, charmant jusqu'au jour où elle a mentionné qu'il passait en voiture devant son appartement à des heures bizarres, qu'il semblait toujours savoir où elle était.
J'observais son visage dans le rétroviseur. Je n'ai pas assez fait attention, continua Alain, la voix chargée d'un vieux regret. Je lui ai dit qu'elle était paranoïaque. Et puis une nuit, il s'est introduit dans son appartement. Il l'a blessée assez gravement. C'est là que ma femme en a finalement eu assez de moi, de mon incapacité à protéger notre famille. Elle a pris notre fille et est partie. Et je ne la blâme pas, Martine. Alors maintenant, je fais attention, dit-il fermement. J'écoute quand les gens ivres parlent. Je remarque quand quelqu'un mentionne la même adresse plusieurs fois, quand il parle de surveiller quelqu'un, de s'occuper de quelqu'un. Parce que j'ai échoué une fois et je n'échouerai pas à nouveau. Des larmes coulaient sur mon visage. Vous m'avez sauvé la vie. Vous avez sauvé la mienne en premier, répondit-il doucement. Vous m'avez traité comme si je comptais, comme si je valais la peine qu'on me parle au lieu d'être juste un service. Vous m'avez apporté du café et demandé comment s'était passée ma journée. Savez-vous à quel point c'est rare ? La plupart des passagers ne me regardent même pas, Martine. Je suis juste le chauffeur. Mais vous m'avez vu. Vous m'avez vu, alors je me suis assuré de vous voir aussi. Nous nous sommes arrêtés devant ma maison, rue des Tilleuls. Dans la lumière du matin, elle semblait ordinaire, sûre, mais je savais que je ne ressentirais plus jamais tout à fait la même chose à son égard. 3 maisons plus bas, du ruban de police condamnait la maison grise avec la camionnette rouge. Martine, dit Alain alors que je rassemblais mes affaires. Je veux que vous ayez mon numéro personnel, pas celui de l'appli, mon vrai portable. Vous m'appelez n'importe quand, jour ou nuit, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vraiment quoi que ce soit. J'ai pris la carte qu'il me tendait. Je le ferai. Et Alain. Merci pour tout. Merci à vous, répondit-il. Et je vis que ses yeux étaient humides aussi. Pour m'avoir rappelé pourquoi ce travail compte. L'enquête de police a pris des semaines. Ils ont découvert toute l'opération de Thierry Blanchard, comment il volait des dossiers depuis plus de 2 ans, soumettant de fausses réclamations pour des procédures jamais effectuées, empochant les remboursements. Mon rôle dans l'audit m'avait effectivement mise sur son radar, et ses conversations d'ivrogne dans la voiture d'Alain révélaient qu'il prévoyait de fouiller ma maison pour toute preuve que j'aurais pu emporter, puis de s'occuper de moi si je devenais trop problématique. J'ai témoigné à son procès. Alain a témoigné aussi, ses journaux détaillés et ses enregistrements audio devenant des preuves clés. Blanchard a été condamné à 12 ans de prison ferme. Pendant tout ce temps, Alain a continué à me conduire au travail et à me ramener 3 nuits par semaine. Mais maintenant, je m'asseyais sur le siège avant, et nous n'étions plus seulement chauffeurs et passagères. Nous étions amis, liés par les circonstances et les choix que nous avions faits tous les deux pour être là pour un autre être humain. 6 mois après l'arrestation de Blanchard, la fille d'Alain l'a appelé. Elle avait entendu parler de l'affaire, lu des articles sur son témoignage dans les journaux. La façon dont il avait protégé une inconnue alors qu'il avait échoué à la protéger, elle, la hantait, disait-elle, mais d'une bonne manière, d'une manière curative. Elle veut que je rencontre ma petite fille, m'a-t-il dit un mardi soir, la voix brisée par la joie. Elle dit qu'il est peut-être temps d'essayer d'être à nouveau une famille. J'ai serré sa main par-dessus la console centrale. C'est merveilleux. C'est grâce à vous, insista-t-il. Tout ça. Si vous n'aviez pas été gentil avec moi, si vous ne m'aviez pas fait me sentir vue, je n'aurais pas fait attention. J'aurais juste été un autre chauffeur ramenant un type bourré, ignorant ses radotages. Mais vous m'avez appris que les petites gentillesses comptent, que les gens comptent, et cela nous a sauvés tous les deux. J'y pense beaucoup maintenant. Comment un pourboire de quelques euros et un gobelet de café d'hôpital ont créé un effet papillon qui a fini par me sauver la vie et guérir la famille d'Alain. Comment nous ne connaissons jamais l'impact de nos petits choix, les vies que nous touchons lorsque nous choisissons simplement de voir les gens comme des êtres humains dignes de respect et de gentillesse. J'ai 64 ans maintenant, je travaille toujours 3 nuits par semaine au CHU de Nantes, je vis toujours dans ma petite maison rue des Tilleuls. Mais je ne suis plus seule. Alain et moi dînons tous les dimanches avec sa fille et sa petite fille. Elle m'appelle Tata Martine. Cette famille de fortune que nous avons construite à partir d'un traumatisme partagé et d'une grâce inattendue. La semaine dernière, une nouvelle employée à la facturation a commencé dans mon service.
Jeune et dépassé, je l'ai vu lutter avec les codes. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes de frustration. Alors, je lui ai apporté un café lors de son 2e jour, je me suis assise avec elle pendant la pause, je lui ai dit que ça deviendrait plus facile. Merci, a-t-elle murmuré, me regardant avec tant de gratitude. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. Mais si, je sais. Je sais exactement ce que de petites gentillesses peuvent signifier. Je sais comment un moment où l'on voit quelqu'un, où l'on le voit vraiment, peut changer la trajectoire d'une vie. Parce que j'ai offert du café et de la conversation à un chauffeur VTC, il faisait attention la nuit où ça comptait le plus. Et parce qu'il faisait attention, nous avons tous deux retrouvé le chemin de la vie. Tous deux trouvé le chemin pour devenir des personnes qui comptaient l'une pour l'autre. Qui que vous soyez, où que vous soyez, soyez gentils. Pas parce que vous recevrez quelque chose en retour. Pas parce que la gentillesse rapporte des dividendes ou que le karma tient les comptes. Soyez gentils simplement parce que quelqu'un en face de vous mène des batailles dont vous ne savez rien. Soyez gentils parce que ce petit geste, ce moment de connexion humaine authentique, pourrait être la chose qui les sauve. Ou cela pourrait être la chose qui vous sauve.